Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dans les yeux d'April. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le rejet, donc sur le handicap invisible et la façon dont les personnes qui ont un handicap invisible sont particulièrement violentées de manière plus ou moins sournoise, donc c'est pour ça que j'ai parlé de violence invisible. Le rejet, donc c'est un sujet qui nous touche tous et toutes. Nous autistes sommes particulièrement vulnérables et victimes de rejet. C'est une expérience qui est extrêmement douloureuse à vivre pour tout un chacun, mais concernant les personnes autistes, c'est vrai que ce rejet est souvent chronique, c'est-à-dire qu'il se répète dans le temps. On va vivre des expériences négatives de rejet dans différents domaines, et donc on va avoir tendance à se sentir entre guillemets responsable de ce rejet, à se remettre en question, à croire que c'est notre faute, à essayer de comprendre pourquoi on est rejeté, à rationaliser. Et en fait, le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas à vous remettre en question, à culpabiliser ou à croire que ça remet en question votre identité ou votre valeur si vous êtes rejeté. Pas du tout. Le rejet, on dit beaucoup plus sur la personne qui rejette que sur la personne qui est rejetée. C'est une expérience que vous pouvez absolument pas maîtriser. C'est pour ça qu'on se sent impuissant et que c'est très difficile, parce que nous on aime bien au contraire essayer un peu contrôler les choses. Mais ça existe, il faut en tenir compte, il ne faut pas non plus être dans le déni et se dire que si on est rejeté c'est une interprétation de notre part ou bien c'est parce qu'on se victimise. Pas du tout, le rejet il est factuel, il est même objectivable. Donc il faut en parler, il faut se le dire, il faut se l'avouer et ne pas mettre des œillères sur cette violence que l'on vit tous et toutes. Mais il ne faut pas non plus rester bloqué sur une rumination mentale où on va développer de la rancœur ou de l'amertume ou un sentiment très fort de culpabilité, de honte. Et voilà, il faut sortir de ça. Je sais que c'est difficile à faire, mais il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et donc pour vous aider à le faire, je vais vous expliquer un peu la mécanique derrière ce rejet, la mécanique sociétale, d'éducation, de normes culturelles et sociales qui est dans cette société française en particulier, pour vous aider à mieux comprendre ce rejet et donc pour pouvoir mieux le mettre à distance. Déjà, la première chose à faire, c'est de différencier le sentiment de rejet du rejet réel. On peut aussi avoir un sentiment de rejet mais qui n'est pas forcément un vrai rejet. Et ce sentiment, il peut être dû à des rejets répétés dans le passé qui vont créer une forte appréhension, une forte anticipation de potentielles autres situations de rejet qui vont faire qu'on va surinterpréter ou qu'on va tout de suite être en hypervigilance et se sentir très très vite comme ça rejeté, alors que c'est pas forcément le cas. Mais je dirais aussi que dans le cas de l'autisme, il y a aussi un rejet qui est concret, qui est objectivable et qu'il faut tenir compte. On peut avoir les deux, sentiment de rejet et rejet. Et j'ai déjà parlé d'ailleurs de l'hypersensibilité au rejet dans le TDAH sur cette chaîne, mais c'est aussi le cas dans l'autisme. Voilà, donc il se trouve que les autistes sont particulièrement rejetés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une vision très négative de l'autisme en France. Hein. L'autisme, c'est presque une insulte dans la bouche de la plupart des gens. Donc forcément, de fait, de par ce que les gens ont intégré et intériorisé de ce qu'est l'autisme, de cette vision-là de l'autisme en France, forcément qu'on va être rejeté de fait, et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes qui n'osent même pas parler de leur autisme à leur famille ou sur leur lieu de travail. Voilà, et concernant l'autisme invisible, c'est aussi particulier, parce que comme il est invisible, ou plutôt invisibilisé, parce qu'il n'est pas vraiment invisible, hein, bien sûr, ça peut aussi être mal perçu pour les gens, c'est-à-dire que on est dans une société où on fonctionne beaucoup quand même, on croit ce que l'on voit. Donc ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Et si nous, on essaie de parler, c'est tout de suite suspect. Donc j'appelle ça l'ère du soupçon. Donc dès qu'on dit quelque chose, une réalité, en fait, on pense qu'on cherche à se faire remarquer, qu'on cherche à se victimiser, à se plaindre ou à obtenir des avantages. Donc là encore, une fameuse croyance intériorisée qui veut que on cherche à avoir un handicap pour avoir des privilèges, voilà, alors que c'est pas du tout le cas la plupart du temps, enfin même jamais. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a aussi une tendance dans la société à ne pas croire les gens, donc à ne pas croire les situations de violence qu'ils vivent si les gens ne sont pas eux-mêmes témoins, à ne pas croire quand la personne explique une réalité qui lui est propre et qui n'est pas celle de l'autre.
c'est très difficile. Donc à cause de cette ère du soupçon qui est en France, c'est aussi très compliqué de se mettre à la place des personnes avec un handicap dit invisible. Parce que pour le handicap dit visible, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que bien sûr qu'il est tout aussi mal considéré et que les autistes visibles sont tout aussi maltraités que les autistes dits invisibles, mais c'est paradoxalement pardon, un peu mieux considéré par les gens, parce qu'en fait, là encore, c'est lié à la construction sociale qu'il y a derrière. C'est socialement plus valorisé et mieux accepté on va dire, d'avoir de la compassion et de la bienveillance pour les personnes dont le handicap est visible. Parce que ça correspond en fait à l'image que les gens se font du handicap ou se font de l'autisme. Cette vision qui est donc construite. Et en effet, qui irait par exemple obliger une personne avec en fauteuil roulant à monter des escaliers? Ça ne se fait pas et ça passerait pour un acte absolument affreux et barbare. Par contre, on oblige tous les jours les personnes avec un handicap invisible à monter ces fameux escaliers alors qu'en fait, ils ont besoin de prendre l'ascenseur. Donc c'est pour vous faire un peu, pour vous faire comprendre la différence, le fait que c'est très très difficile pour les gens, notamment quand les personnes ont un handicap cognitif, à s'imaginer qu'en fait c'est un peu comme un handicap moteur. Vous voyez, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire quand on ne peut pas, on ne peut pas. Vous nous obligez à le faire, on le fait, et en fait c'est absolument maltraitant pour nous. Voilà. Mais ça, c'est très compliqué à comprendre quand le handicap il est cognitif et quand il est invisible. Il y a aussi cette idée concernant les autistes dits visibles. Il y a cette espèce de bienveillance de façade, vous savez, ce que j'appelle un peu la compassion téléthon, où on a une vision un peu misérabiliste des personnes handicapées. Oh, les pauvres, ils sont handicapés, ils souffrent, du coup on va être très très gentil avec eux, parce que quand même la vie c'est pas facile. Enfin vous voyez, cette vision un peu paternaliste et condescendante qu'on a envers les personnes handicapées et envers les autistes dits lourds ou visibles. Et aussi parce qu'en fait ça déclencherait énormément de culpabilité si on s'en prenait frontalement à ces personnes-là dont le handicap est visible. Parce que là encore, on croit que ce que l'on voit. Donc si on voit un handicap, en fait, on a là encore la construction sociale, se dire « Oh, le pauvre, il est handicapé, c'est triste, etc. » Voilà. Alors que quand c'est une personne qui a un handicap dit invisible, ce qui concerne 80% des cas, je tiens à le préciser, comme on n'a pas cette éducation-là au handicap, cette sensibilisation au handicap, on va pas du tout voir le problème, du coup, de ne pas la croire, de la maltraiter, de remettre en question son handicap, etc. Voilà. Alors que, donc c'est ce que j'explique, quand il y a une personne avec un handicap dit invisible, l'autre va beaucoup plus s'autoriser à la rejeter, à la violenter, à remettre en question ses particularités, sans culpabiliser le moins du monde, parce qu'en fait, il n'a pas l'imagination, parce qu'il n'a pas eu l'éducation au handicap. Il va pas non plus se rendre compte que ces agissements sont violents, qu'il y a de la discrimination, parce que là encore, comme on croit que ce que l'on voit, on considère que la personne elle peut quand même le faire, voilà. Et même si après la personne, elle finalement, elle finit en arrêt de travail, on va pas se dire que c'est parce qu'on n'a pas respecté son handicap. Ou alors il va carrément se rendre compte, qu'il est violent, mais il pense qu'il est dans son bon droit. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, juste maintenant. C'est lié à plusieurs choses. Donc c'est la fameuse mécanique sociétale. Je dis aussi que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est la façon dont le système fonctionne et qui du coup exclut de fait les personnes avec un handicap et maltraite de fait les personnes avec un handicap visible et invisible. C'est un petit peu différent. En fait, il y a un rejet viscéral de la différence dans cette société, et en particulier en France, qui, je pense, est lié en partie à l'éducation, à la façon dont on nous élève quand on est petit, à la façon dont on nous éduque petit, et après tout ce que l'on vit d'expérience à l'école ou dans tout milieu où on apprend des choses quand on est petit. Et en fait, il faut savoir que je pense que cette éducation est violente, violente pour la plupart des gens, qui fait qu'on se coupe en fait d'une partie de ses émotions, voire totalement de ses émotions, qu'on se coupe de soi-même. Pourquoi? Parce que cette éducation, elle est normative. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui s'adapte à tout un chacun, mais c'est les individus qui doivent s'adapter coûte que coûte à cette société qui est comme un bloc comme ça, rigide, monolithique, qu'il ne faut pas remettre en question. Ce qui entraîne forcément beaucoup de violence. Concernant les personnes avec un handicap, on surcompense, on s'en suradapte, mais on peut même se considérer que les personnes qui n'ont pas de handicap, elles-mêmes, elles vont en quelque sorte se conformer à ces codes-là, qui sont des codes construits socialement et culturellement, mais qui ne sont absolument pas
quelque chose qui sont artificiels, on va dire, que c'est pas quelque chose de naturel et qui en fait du mal à tout le monde. Voilà. Et qui fait que donc quand on est un individu dans cette société, avec cette éducation-là, on comprend que pour être accepté plus tard, il va falloir renoncer à soi-même. Il va falloir renoncer à ce qui fait qu'on est un individu unique avec des particularités. Parce que la société nous incite à nous conformer et donc à renoncer à ce qui fait qu'on est un individu unique, à ce qui façonne notre richesse en fait à titre personnel et individuel. Et donc mélanger à ça une société qui est fondamentalement compétitive et hyper individualiste et qui considère que c'est l'ère du chacun pour soi et donc que autrui est potentiellement un danger mais aussi un rival à éliminer et qui par sa seule existence nous fait de l'ombre au lieu de nous enrichir. On voit bien là que dès que nous on commence à affirmer qu'on a des besoins particuliers, qu'on a un handicap, etc. L'autre, dans cette logique capitaliste dans laquelle il est baigné, plus son éducation, on lui a appris à ne pas s'écouter soi-même, il va réagir avec violence, presque avec agressivité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, souvent, quand je dis que je suis autiste, que j'ai un handicap, la personne se met sur la défensive. Elle se sent agressée. Et le réflexe qu'elle a souvent, c'est de remettre en question mon handicap, non pas pour me rassurer par bienveillance, mais quelque part pour se rassurer elle-même, parce qu'elle a peur en fait que du coup je lui fasse de l'ombre en fait, je ne sais pas, ou je la remette en question. Donc elle va me dire ah t'es sûre, ah bon, mais non c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, vous voyez. Et je trouve que ce réflexe-là que souvent ont les personnes, c'est assez révélateur de finalement comment eux comment ils sont avec eux-mêmes en fait, avec ce rapport à eux-mêmes. Et je trouve que c'est assez inquiétant. Et donc forcément que si on considère qu'on est tous comme ça des rivaux en compétition les uns envers les autres et que l'autre potentiellement peut nous enlever des choses, peut nous enlever des avantages, que la différence en fait nous met en danger et nous fragilise, c'est-à-dire qu'elle fragilise potentiellement notre identité qui est liée à un fort besoin d'appartenance et d'acceptation à ce monde, et qu'en plus l'éducation nous a appris à taire nos besoins et à renoncer à ce qui faisait qu'on était un individu unique et à se conformer, donc en gros à se rejeter soi-même. C'est sûr que quand vous avez une personne handicapée en face, ça va vous tendre un miroir qui est insupportable et que bien évidemment on va haïr ces personnes, parce que qu'est-ce que nous on fait tout le contraire de ce que eux ils font. Quand je dis eux, c'est les personnes, on va dire, neurotypiques dans la norme. C'est-à-dire que nous, on met en avant nos besoins, on met en avant ce qui fait qu'on est un individu unique avec des valeurs, des particularités, mais aussi des qualités, enfin voilà. Et en plus, on ne se met pas en compétition, nous, avec eux. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Je ne me sens pas en rivalité avec les gens. Je ne crois pas que les besoins de l'autre met à mal mes propres besoins, ou va potentiellement m'enlever des choses, vous voyez. Mais je pense que c'est aussi la façon dont les gens se considèrent les uns les autres qui crée aussi ces tensions, ces crispations, et on a l'impression que voilà, l'autre nous ment déjà, c'est l'ère du soupçon, l'autre veut nous enlever des choses, l'autre veut nous flouer, veut nous voler quelque chose de nous, et donc on agit comme ça un peu par attaque ou sur la défensive. Et ça, je trouve ça triste, mais bon, c'est comme ça. En fait, nous, on considère que ce n'est pas à nous de nous adapter à la société, parce que nous, on s'adapte déjà beaucoup, mais que c'est à la société de s'adapter à nous, à tout un chacun, pas seulement à nous, mais aussi à des gens, on va dire, normaux dans la norme, et que, en fait, nos besoins sont importants, et que notre différence est une richesse, et notre singularité font notre valeur, et que ce n'est pas quelque chose à éteindre, en fait, pour se faire accepter. Alors peut-être, je dis ça, mais en même temps, on surcompense beaucoup et on masque beaucoup. Donc il y a une part de nous quand même qui joue le jeu de cette société compétitive, parce que forcément on comprend même inconsciemment que pour se faire accepter, il faut taire effectivement une partie de soi, il faut taire ce que l'on est dans notre essence. Mais on n'y arrive pas vraiment, ou pas sur du long terme, et c'est ce qui est une chance, parce que du coup, on va être obligé de se révéler, et par là, on va finalement pouvoir mûrir et pouvoir comprendre que peut-être un autre rapport à soi est possible, et un autre rapport au monde est possible. Alors que comme je le disais plus tôt,
l'autre qui n'est pas dans cette logique-là, il se sent floué par nous. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de violence dans les rapports qu'on a avec eux, c'est qu'ils nous font payer indirectement le fait de ne pas respecter les règles du jeu, les règles de cette société, de s'autoriser à être soi. Et en fait, tout ça, ça lui révèle à lui-même le fait que lui, il ait renoncé à lui-même. Et justement, il y a une sorte, que ce soit un peu trahi lui-même, voire complètement trahi. Et c'est ça qui est insupportable et douloureux. Et c'est pour ça que souvent, vous avez... justement quand vous révélez votre handicap ou qui vous êtes, enfin votre autisme, il peut y avoir justement des gens qui vont vous attaquer ou des gens qui jusque-là étaient tout à fait corrects avec vous, qui vont devenir de plus en plus agressifs, harcelants. C'est aussi, en fait ça en dit, comme je disais en introduction, beaucoup plus sur eux-mêmes que sur vous. C'est comme ça. Parce qu'en fait, nous, on leur montre qu'un autre rapport au monde est possible, et ce qu'eux n'avaient pas envisagé, et même ce qu'ils ne pensent pas possible encore à l'heure actuelle, parce que c'est ça que l'éducation leur a appris, malheureusement, ou que la société tout entière leur a appris. Et en fait, c'est un peu comme s'ils se disaient, enfin, ils nous disaient à nous indirectement, ah ouais, tu respectes pas les règles du jeu, mais en plus tu veux faire partie de la bande, mais tu rêves, ma cocotte. En gros, c'est ah, donc toi, tu veux quand même vivre à peu près normalement dans cette société, et en même temps, tu veux qu'on te prenne en compte, et qu'on prenne en compte ta singularité, tes valeurs. Non, mais tu rêves, en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Sauf qu'en fait, nous, bah, on n'a pas le choix, parce que si on le fait pas, en fait, on s'effondre, et on n'a pas le luxe, comme eux, de pouvoir tenir jusqu'à 45 ans, puis de faire un cancer ou une hernie discale. En fait, nous, non, dès 25 ans, on est déjà KO. Donc, mais bravo aux gens qui tiennent jusqu'à 50 ans, hein, parce que j'en connais. Mais voilà, donc en fait, je pense que c'est quelque chose en termes de normes sociales et culturelles hein, qui ne vont pas, qui ne conviennent pas, et qui entraînent ces rapports de violence, en particulier quand c'est un handicap invisible, parce qu'on n'a pas cette fausse condescendance et cette fausse bienveillance et compassion qu'on a et qui est acceptée socialement envers les personnes avec un handicap visible, considérées comme plus lourds. Voilà. Et c'est aussi, ces comportements-là, c'est aussi le fait d'une société hyper narcissique, donc de l'entre-soi, où il y a une telle fragilité identitaire que ça entraîne une sorte de repli sur soi, mais complètement fou, complètement pathologique, presque là, viscéral et primitif, où en fait on ne laisse plus de place à l'autre, tellement on est fragilisé narcissiquement, qu'on devient, voilà, on pense tout par rapport à soi-même, et donc dès qu'il y a quelqu'un qui s'affirme, et qui affirme qu'il est autre, c'est-à-dire différent de soi, différent de lui, il ne le supporte pas. Parce qu'il est trop, pour eux, à l'intérieur de lui, il est trop vulnérable, je pense. Hein. En psychanalyse, on parle de faille narcissique. Alors, j'aime pas la psychanalyse, mais ça expliquerait un peu cette logique-là qui est que comme dans l'enfance, la plupart des gens n'ont pas été reconnus, voire ont été bridés par leurs parents ou l'éducation ou l'école. Et du coup, ils ont renoncé à une partie à eux-mêmes. Et à cause de ça, plus tard, à l'âge adulte, ça devient des personnes qui reproduisent cette violence sur les autres. Et en particulier sur des gens qui leur tendent un miroir et qui leur montre qu'en fait un autre rapport au monde et à soi-même est possible. Et comme on pense tout par rapport à soi-même, plus le manque de théorie de l'esprit des personnes neurotypiques vis-à-vis de nous, comment voulez-vous que ces personnes nous comprennent notre hypersensibilité sensorielle, comprennent que nous, la lumière du jour c'est insupportable, si pour eux c'est normal, ou que le bruit nous brûle, nous blesse les oreilles alors que pour eux c'est normal. Comment voulez-vous qu'ils se mettent vraiment à notre place, qu'ils comprennent que l'autre a ses propres perceptions, a son propre rapport à la douleur, a son propre rapport au monde tout simplement, et qui ne sont pas forcément équivalents, que ce rapport n'est pas forcément équivalent au leur. Hein, c'est très très difficile dans ces cas-là pour eux. Et donc ça expliquerait aussi cette intolérance, puisque là encore dans l'autisme dit invisible, il y a des choses qui sont assez lissées, qui n'apparaissent pas de manière flagrante. Et donc là je parle de l'hypersensibilité, mais je peux aussi parler de la façon dont on se comporte en société, de notre maladresse, de notre gaucherie, de nos petites imperfections comme ça, que l'autre détecte et qu'il va juger de manière très radicale et de manière intolérante, parce qu'il croit que, en fait, là encore, on joue les mêmes règles de jeu que lui. Et que donc, il peut s'autoriser à être dans ce rapport de domination avec nous. Voilà. Parce que oui, je vais aussi parler d'un autre rejet, qui est le rejet de prédation. C'est comme ça que je l'appelle.
Donc c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, ce n'est plus de considérer que l'autre est une menace de par sa différence, qu'il peut nous enlever des choses parce que lui s'affirme comme étant autre, mais de considérer que l'autre, parce qu'il est différent, il est faible, il est vulnérable, et donc on peut l'attaquer. On peut se défouler sur lui et lui faire payer ses propres frustrations. Parce que lui, il n'est pas dans le groupe majoritaire des copains. Donc lui, personne ne va l'aider, personne ne va le défendre. Et puis lui-même, il n'est peut-être pas capable de se défendre tout seul non plus. Et donc, il ne respecte pas les règles qui consistent à renoncer à soi-même pour être accepté et pour être dans le moule commun, finalement. Et donc, je trouve qu'on a aussi, c'est l'éducation et c'est aussi les normes sociales et culturelles, cette culture de la domination et de la violence qui fait qu'on fonctionne beaucoup dans des relations, là encore, de prédation et d'ascendance au lieu d'être dans des relations de confiance, de communication et d'écoute. Voilà. Et donc en fait, on est tout le temps, enfin on est souvent dans les rapports qu'on entretient les uns envers les autres, où en fait on essaie d'avoir le dessus, et que tout, alors pas moi, hein, mais je veux dire de manière générale, et que toute finalement vulnérabilité ou toute suspicion de quelque chose qui n'est pas dans la norme, qui est bizarre, qui paraît, qui détonne un petit peu, qui sort un peu du lot, est vue comme une vulnérabilité, comme une faiblesse, et donc comme une autorisation à violenter, comme quelque chose de négatif en soi. Voilà. Et c'est à cause de ces rapports-là qu'on entretient les uns envers les autres que du coup on considère que la personne qui a un handicap, elle est faible. Mais si c'est une personne avec un handicap qui est clairement identifiable, ça va être très très mal vu de la violenter. Quoique, là encore, les personnes ne se privent pas de le faire. Mais concernant le handicap dit invisible, finalement, il y a une autorisation implicite à la violenter parce qu'on perçoit, sans forcément nommer ce qu'on perçoit, on perçoit que la personne, elle est pas comme nous, elle est différente. Et donc, elle est attaquable. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui détonne chez elle. Et c'est pour ça que ma vidéo s'intitule « Au handicap invisible répond la violence invisible ». Parce que ça va pas être une violence qui va s'assumer comme telle. Bah non, parce que sinon ce serait trop de culpabilité pour l'autre. Ça va être une violence qui va comme ça arriver par petites touches, que l'autre ne va pas forcément conscientiser parce qu'en fait pour lui c'est normal, ça fait presque partie de son éducation, c'est comme ça qu'il s'est construit, c'est comme ça qu'il croit que les gens fonctionnent les uns vers les autres, où c'est tout le temps la méfiance, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce qu'il va pas nous faire de l'ombre, vous voyez, c'est tout le temps des rapports assez narcissiques centrés sur eux et en même temps des rapports qui sont des rapports voilà où on se sent toujours au-dessus ou en dessous, mais il n'y a pas de relation horizontale où finalement on considère que l'autre est un enrichissement pour soi, est une richesse, que sa différence est aussi une richesse. Non. Moi, personnellement, je suis beaucoup dans un rapport de confiance et je me rends compte que ça me joue beaucoup des tours. Alors après, bon, parfois ça peut m'arriver aussi hein, de me sentir, on va dire, en difficulté, enfin en rivalité avec des gens. Voilà, c'est comme ça parce que on est dans une société tellement capitaliste, individualiste que on ne peut pas vraiment y échapper, ne serait-ce que dans le monde du travail ou dans les études. Mais néanmoins, mon premier réflexe, c'est quand même de considérer que l'autre, une rencontre avec un autre, c'est super enrichissant. Et qu'est-ce qu'il va m'apporter et qu'est-ce que je vais apprendre, vous voyez? Et donc j'ai un peu ce rapport-là, un peu presque enfantin, je sais pas comment dire, et que l'autre méprise en face, parce que lui, il considère que si moi je suis dans l'authenticité et dans l'échange et dans la bienveillance, c'est que je suis naïve, candide, faible et que j'ai pas du tout compris les règles de cette société. Voilà, c'est un peu ça. Et donc il va y avoir un mépris implicite et une sorte de condescendance comme ça qui va autoriser aussi encore plus l'autre à me harceler. Et c'est vrai que moi j'ai eu une expérience avec le rejet, donc j'ai aussi beaucoup été rejetée. Mais il y a des choses que j'ai constatées assez intéressantes entre guillemets. Par exemple, ça m'est souvent arrivé que des personnes, j'arrivais à peine dans la pièce et ils avaient déjà cerné qui j'étais. Donc cette espèce de rapport de prédation où il y a des gens qui sentent que vous n'êtes pas comme eux, mais de manière instinctive, qui sentent que vous êtes une proie parce que vous êtes un petit peu perdu dans la foule, dans la masse et que vous n'avez pas les codes. Et qui vont du coup délibérément vous agresser, mais d'une façon par petites touches, vous voyez, de façon sournoise, et c'est ça qui est difficile. Et ça m'est aussi souvent arrivé d'arriver dans des groupes et que les gens me disaient « Ah, tu verras, cette personne, elle est hyper sympa, tout le monde l'aime. »
et elle est drôle, elle nous fait rire et en fait cette personne, dès qu'elle me voit, elle commence à m'attaquer. Mais c'est dingue, je sais pas pourquoi. C'est souvent la personne qui est la plus appréciée du groupe qui finit moi par me harceler et de manière plus ou moins frontale, de plus en plus frontale. Et voilà, je me suis toujours demandé pourquoi c'est des personnes qui plaisent autant et qui séduisent autant tout un groupe qui en fait est la plus intolérante en soi, très étrange. J'ai aussi eu des personnes qui m'ont rejeté, alors pas tout de suite, c'est-à-dire que là encore, comme c'est un handicap invisible au début, la personne croit que je suis comme elle, et donc il y a une sorte de presque d'admiration ou d'identification qui fait que la relation est tout de suite très fusionnelle et très intense. Et puis assez vite, ou au fur et à mesure, ça dépend, la personne commence à me rabaisser ou à comprendre qu'en fait je suis un peu bizarre, je suis un peu différente, voire carrément différente. Et là, ça devient l'inverse, c'est-à-dire la personne, elle passe d'admirative à méprisante et rabaissante. Et elle finit carrément par me rejeter, par me harceler, par monter tout un groupe contre moi. Et ça, c'est aussi un autre mécanisme que j'ai observé dans le rejet. Et aussi des personnes qui finissaient par me laisser tomber quand je leur expliquais mes particularités autistiques, quand je leur expliquais que j'étais autiste, tellement c'était insupportable pour ces personnes, tellement ça les renvoyait à des représentations voilà, très négatives de l'autisme, et comme si en fait elles ne me connaissaient plus et qu'elles considéraient que là je ne faisais plus partie de leur bande, je ne sais pas. J'étais passée de l'autre côté, de l'autre côté de la, je sais pas, du monde. Dans l'outre-tombe, je ne sais pas. Voilà, voilà pour le rejet. Envers particulièrement le handicap invisible, j'espère que j'aurai été claire et vous expliquer un petit peu toute la logique qui se joue. Donc tout ça pour dire que vous voyez, vous n'êtes vraiment pas responsable. Ça se joue à des niveaux où la personne n'a même pas conscience qu'elle est violente. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est un peu comme, vous savez, il y a quelques années, on donnait des fessées aux enfants et on considérait pas que c'était violent. Et maintenant, on est vachement, attention, les fessées, c'est une violence éducative, c'est très grave et tout. Et bah peut-être que dans quelques années, on fera pareil avec l'autisme et on dira oh, tu te rends compte dans les années 2020, mais comment on considérait les gens autistes, mais c'était horrible, on était tellement violents avec eux. Mais maintenant, heureusement, c'est plus le cas, on a compris. Voilà, il faut espérer que les choses vont changer, mais c'est très fatigant pour nous de devoir éduquer et sensibiliser tout le monde à nos particularités. Je le comprends tout à fait. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.